Et c'est la dernière manche que nous abordons maintenant. Tribune politique, nous sommes vendredi, nous évoquons des sujets à l'échelle continentale. Nous restons en Afrique, à côté du Bénin, puisque nous évoquons ce sujet qui touche au Burkina Faso. François-Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir chers amis téléspectateurs. Latif Ouboni, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Moria Karangansi, bonsoir. Bonsoir Romuald. Bonsoir à nos téléspectateurs. Très bien. Vous êtes gestionnaire de projet, contributeur à Libre Afrique. François-Xavier Noumon, chroniqueur. Et Latif Ouboni, journaliste. Journaliste. Oui, journaliste. Oui, journaliste. Journaliste. Très bien. Nous allons parler du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres pleure ses enfants, puisque le deuil national commence aujourd'hui, même démarre aujourd'hui. 38 morts. Avec cette attaque que le pays a connue, pourrait-on dire que le Burkina Faso n'arrive toujours pas à faire face à ces violences? Non, on doit dire que la situation devient semaine après semaine des plus préoccupantes. Non pas qu'elle n'était pas déjà grave, mais on a l'impression que le Burkina est débordé de toutes parts, parce que ces dernières semaines, les attentats ont franchi un palier un peu plus grand, parce que ce qui a vraiment frappé l'imaginaire des Burkinabés, c'est le député maire qui a été exécuté. Et quand on vous raconte, quand la scène a été racontée, c'est-à-dire que il y a un engin explosif qui a fait sauter son véhicule. Ils ont obligé ceux qui regardaient à aller sortir les occupants de ce véhicule, et ils ont été exécutés à froid. Et quelques jours, je pense qu'hier ou avant-hier, encore un autre attentat qui tue environ 37 personnes, 38 personnes. Donc je pense que c'est une situation qui interpelle et qui fait poser des questions. C'est vrai qu'au gré des attentats, si on se réfère un peu à ce qui se passe en Europe, les populations, les observateurs, consciemment ou inconsciemment, se glissent dans une accoutumance de ces scènes. Après, ça ne veut plus rien dire. Quand il y a des attentats jour après jour, l'inconscient s'habitue assez rapidement, et puis la situation, la gravité comment on va dire, je ne dirais pas se normalise, mais là la situation est encore plus préoccupante, simplement parce que ça peut franchir les frontières très vite. On a eu le Mali, on a eu le Burkina, oui. Et on a vraiment l'impression que le Burkina n'arrive vraiment pas à faire face, tout simplement. Oui. Mais la question qu'on peut se poser, Moria Karangansi, c'est: est-ce que le Burkina Faso dispose des moyens pour faire face, justement? C'est une question difficile à aborder, parce que la déliquescence du système sécuritaire du Burkina a commencé il y a longtemps. Je me rappelle qu'en 2011 déjà, il y avait eu des mutineries qui ont provoqué la radiation de près de 700 militaires. Et c'est là, à mon avis, qu'a commencé l'effondrement du système sécuritaire du Burkina. Après, on a eu les événements qui ont porté l'ancien président Blaise Compaoré. Oui. Et on sait la qualité du service de renseignement que cet homme avait mis en place. Mais le problème même, en fait, c'est que le système de renseignement, à mon avis, reposait beaucoup plus sur les hommes. Ça n'avait pas été suffisamment institutionnalisé. Et après le départ de ces piliers, je vais dire, le système s'est effondré. Donc difficile de dire que le Burkina aujourd'hui a de quoi répondre à ces attaques. La preuve, c'est qu'on a l'impression tout le temps que c'est les effets qui sont corrigés, qu'on n'arrive pas encore à anticiper sur ce qui va arriver. Donc je pense que c'est un travail de fond qui doit être fait, aussi bien au niveau de l'armée que des autres forces de sécurité. Donc le chemin est encore long, et le Burkina n'est pas encore prêt, à mon avis, et bon, on verra. Je pense que Mouriac pose un problème qui n'est pas spécifique au renseignement. Le Burkina avait, on va dire, tout son corps, à la fois militaire, paramilitaire, peut-être l'appareil sécuritaire dans son ensemble, en tout cas taillé sur la mesure d'un pouvoir. Tout à fait. Une fois que le pouvoir s'est effondré, tout a été avec, quoi. Maintenant, effectivement, dans les décombres, sur les décombres de cette, on va dire, structuration-là, de cette architecture sécuritaire, militaire, paramilitaire, il n'y a que
les nouvelles autorités peinent vraiment à dresser une nouvelle structure sécuritaire, surtout qui répondent aux normes d'un État et non répondent, on va dire, à l'image d'un pouvoir. Et c'est là toute la difficulté, parce que au-delà de tout, il y a eu aussi que l'État n'a pas su récupérer l'appareil qui était en place. L'État n'a pas su récupérer. On a voulu faire avec de nouveaux ordres. Non, pas parce qu'on l'a voulu, mais c'était aussi difficile en réalité de récupérer. Parce que, comment savoir en réalité maintenir, on va dire, la garde présidentielle ultra gâtée d'entre-temps par, on va dire, Blaise Compaoré. Comment garder ça et en même temps, on va dire, donner du crédit, de la confiance à cette structure-là et s'assurer qu'elle ne sera pas au service d'un régime qu'on veut démanteler. Je pense que la transition a été mal gérée. Après, effectivement, toute la région elle-même, on va dire, je peux dire peut-être est préparée en réalité à facilement sombrer dans ce que nous vivons aujourd'hui. Préparé, pourquoi? Parce que, au-delà de tout, ce sont de larges espaces mal maîtrisés en termes de présence de l'État. Et donc, tout est vraiment compliqué. Aujourd'hui, effectivement, il y a un deuil national, il y a des images chocs d'une personnalité quand même qui est, on va dire, liquidée publiquement. Ça, ce ne sont que pratiquement même ce qu'on pourrait appeler des arbres en réalité qui cachent des forêts très touffues. Moi, dans le mois de juin-juillet, j'étais avec des jeunes de ces régions-là en difficulté au Sénégal. Quand ils vous racontent les scènes qu'ils vivent au quotidien, des jeunes enseignants qui ont déserté les lieux parce que c'était une condamnation que de garder son poste. Et donc, des villages pratiquement de pas mal de régions qui ont dû fuir pour s'exiler. Et on sait aussi que Ouaga, à plusieurs endroits, est occupé par ces fugitifs-là. Pourtant, il y a quand même une force, ou du moins, il y a la synergie des forces qui avait été mise en place et soutenue par également un certain nombre d'autorités occidentales. Non, le problème du terrorisme, efficacité le problème du terrorisme est un peu plus complexe. Je prends toujours l'exemple de la plus grande force militaire que le monde ait connue dans ce siècle, les États-Unis d'Amérique. Il a fallu au moins une dizaine d'années au minimum pour que les forces combattantes puissent s'adapter, je ne sais pas dire gagner la guerre, puissent s'adapter à ce qu'on a appelé la guerre asymétrique. C'est toute une autre façon de concevoir la guerre qui a été implémentée par le général à la retraite, le général David Petraeus, qui a complètement réécrit ce qu'on appelle les règles d'engagement des forces américaines. Là, on parle d'une grande puissance qui n'est pas dépourvue de moyens, qui n'est pas dépourvue de moyens intellectuels, de stratégie. Il a fallu réadapter non seulement les hommes au combat, mais les moyens techniques et militaires. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Vous pouvez acheter du matériel. Et c'est un exemple tactique qui s'est posé aux forces françaises il y a quelques mois de cela au Mali, où des militaires bien entraînés ont été pris en embuscade. Et l'Assemblée nationale a pris en charge ce dossier et posé des questions, mais comment ça peut arriver à une force aussi entraînée que la nôtre? Et je me rappelle d'une question comme la commission de défense de l'Assemblée nationale française, où il y a un général de l'armée qui est venu expliquer. Il dit deux choses l'une. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement? Il y avait une force qui traversait une région, un village, où on savait très bien que c'était dans le nord Mali, on savait très bien que cette force était une zone à risque. Donc, couverture aérienne, ainsi de suite. Mais le problème est celle-là. Le problème, c'est que quand vous allez, donc il y a deux choix. Vous avez une force aérienne qui vous couvre, donc vous allez à grande vitesse pour qu'on ne vous prenne pas en embuscade. De deux choses l'une. La plus grande, soit vous préparez pour répondre dans l'heure qui vient avec n'importe, pour riposter, avec un risque de perdre des hommes. Mais dans ces régions, comme ce qui est arrivé au véhicule du député maire au Burkina, les engins explosifs, vous n'allez pas vous arrêter tous les 5 minutes pour contrôler s'il y a des engins explosifs sur le chemin. Donc, soit vous passez en grande vitesse et vous sautez sur des mines, soit, qu'est-ce que les nations européennes ont trouvé, les Américains d'abord, ont choisi de ralentir la vitesse des convois avec de nouveaux matériels qu'ils ont trouvé, un peu comme les moissonneuses-batteuses, vous voyez, ceux qui creusent
les dents des moissonneuses batteuses qui creusent le sol. Donc on a adapté que ce soit les BPC, les blindés légers, on a adapté ce matériel qui se met en avant de ces bâtiments et qui permet de faire exploser, de faire carrément exploser les engins quand les véhicules passent, avec une protection de 5 mètres au minimum. Et ça protège les soldats qui sont dans ce... Mais le contre-coup, c'est que vous ne pouvez pas avancer à plus de 40-50 km/h. Et ça s'est passé. Donc, en voulant se protéger d'un autre danger, ils sont tombés dans un autre piège. En allant à 50 km/h, quel que soit votre entraînement, vous tombez dans une embuscade, vous allez perdre des hommes, il n'y a rien à faire. Mais donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que il est tout à fait normal que des armées moins entraînées, moins dotées comme les nôtres, puissent s'adapter. Quand on se retrouve dans un groupe, parce que quand même il y a toute une force qui a été mise en place avec des moyens. Oui, le problème du Burkina est encore double, et Latifou a abordé brièvement ce problème. La sacro-sainte RSP, quand Blaise Compaoré est tombé, cette force qui était reconnue, pas seulement sur le continent africain, qui était reconnue, qui partageait des renseignements avec soit les forces américaines, qui avaient une base de drones à Ouaga, qui était en fait le cœur du renseignement dans la sous-région. Et la RSP étant dotée, était en proie aux convoitises des autres composants de l'armée. Quand il y a eu la mutinerie en 2011, beaucoup de forces combattantes, l'artillerie par exemple, a été exfiltrée de Ouaga, exilée un peu dans la région, parce que Blaise Compaoré n'avait plus vraiment confiance à cette partie de l'armée qui... Donc quand le gouvernement est tombé, quel a été le réflexe des autres composants de l'armée? C'est avec la pression de la rue, c'est de démanteler tout ce qui avait tout ce qui pouvait ressembler, tout ce qui pouvait ressembler ou provenir de cette force. Donc ceux qui ont pu fuir ont fui. Ceux qui ont été reclassés, humiliés, ont été reclassés. Donc, du coup, le renseignement a été le cœur du renseignement, la tête du renseignement, qu'on l'aime pas, le général Diendéré, croupi en prison. Donc, en réalité, tout ce qui avait comme réseau qu'on a mis en place pendant 10 ans, 15 ans, se retrouve à terre. Et ça, pour le reconstruire, parce que que vous ayez les plus gros équipements, le renseignement demeure terre à terre, ne changera pas. Ce sont d'abord les hommes et les contacts. Et ça, vous avez du mal à le reconstruire, quelle que soit votre capacité. C'est une histoire qui se reconstruit d'année en année. Donc, le gouvernement s'est retrouvé dépourvu. Ce n'est quand même pas anodin que le président Kaboré a changé déjà, je pense, grosso modo, 3 fois de chef d'état-major. Simplement parce qu'il n'arrive pas à trouver la solution. Donc, on essaye celui-ci, on essaye une configuration de l'armée, mais ça ne va pas. Couplé quand même, le Burkina, c'est pas le Bénin. Le Burkina, c'est un grand pays avec une vaste zone désertique. Si vous voyez un peu ce que le Mali vit, vous comprenez parfaitement ce que le Burkina est en train d'endurer. Mais ce qui étonne, c'est que les forces étrangères qui ont fait les Américains, les Français, mais les Américains beaucoup plus, qui ont fait de ce pays le cœur de leur système dans la sous-région, ne se découvrent pas vraiment. On ne sent pas vraiment une implication, une participation à enrayer. D'autant plus qu'ils ont trouvé au Niger une base pour s'installer, ainsi de suite. Donc il y a une affaire de stratégie, et politiquement ça pèse sur le président Kaboré qui doit se lancer dans la bataille. Et justement, Christian Kaboré qui estime qu'aujourd'hui il faut faire appel, ou du moins il faut recruter des volontaires. Il faut que les fils et filles de ce pays s'unissent pour pouvoir faire face à ces terroristes. Est-ce que vous croyez en cela? Comment vous voyez? Quelle étude vous en faites? Recruter des volontaires aujourd'hui? Recruter des volontaires, bon, j'avoue que j'ai encore... Puisqu'il parle d'une mobilisation générale, de recruter des volontaires, c'est vrai que pour ne pas afficher toutes les stratégies, un certain nombre de choses, les critères ou un certain nombre de choses n'ont pas été donnés, mais c'est tout de même des volontaires, des fils de ce pays-là. Oui, enfin... Est-ce que c'est des personnes qui vont être formées pour ça? Non, c'est simplement un problème d'hommes. Si vous voulez, en réalité, cette empathie est un aveu d'impuissance. Oui. Mais au-delà de ça, il y a quand même un antécédent historique sur lequel je pense qu'il tisse cette déclaration. C'est-à-dire la pratique de Sankara, en réalité. C'est-à-dire, il veut l'enthousiasme populaire, l'engagement populaire, le sacrifice populaire
pour faire face à un problème effectivement qui échappe au contrôle du traitement des questions sécuritaires tel que c'est fait aujourd'hui. Donc, je pense, pourquoi pas, reste à savoir si cette adhésion-là, il pourra l'avoir en réalité, parce qu'au-delà de tout, que ça soit en bonne partie les activistes du mal, si vous voulez, les terroristes ou leurs complices et tous les réseaux, ça aussi, c'est une bonne partie des Burkinabés. Donc, comment alors, effectivement, avoir l'assentiment de tous pour à la fois dénoncer, signaler, voilà, lancer des alertes, ça c'est une autre... mais quand on fait cet appel, ça veut dire qu'il y a un manque criard. Oui, il y a sûrement un problème au niveau de l'effectif, mais plus loin que l'effectif, c'est tout un système à reconstruire. Et lorsqu'on parle de volontaires, bon, c'est peut-être... Mais les terroristes n'attendent pas, justement. Non, c'est ça, en fait, c'est là où je voulais commencer d'ailleurs. Donc, je ne vois pas forcément, à part l'aspect que Latif a évoqué, je ne vois pas vraiment l'apport original de cet appel. Je ne vois pas. Parce que le problème, il est fondamental et je pense que mes deux prédécesseurs ont soulevé quelques aspects déjà, mais plus loin que les problèmes de formation et tout, il y a le problème de financement aussi. Oui. Il y a un gros problème de financement et parce que le régiment de sécurité présidentielle était gâté, était vraiment équipé. Donc forcément, pour avoir une force d'élite aujourd'hui pour faire face à la menace, est-ce que ce n'était pas à cause de la personnalité de l'homme qui était au pouvoir? Ce n'est pas la même personnalité aujourd'hui. Non, pas forcément. Vous savez, depuis les indépendances, toutes les nations africaines, surtout francophones, se sont calquées sur la même structuration de leur armée, simplement parce que on a des peurs ethniques, on a des peurs, on ne veut pas quand même se laisser avoir tranquillement par un coup d'État. On sait comment. Nous sommes encore qu'on le veuille ou non, nous sommes encore des pays qui se construisent. Mais il y a quand même l'emprise de la personnalité. Non, évidemment, c'est déjà un facteur, c'est un militaire. Ça change beaucoup de choses. C'est un militaire, mais il n'en demeure pas moins que il y a toujours la coloration ethnique, le corps de provenance, parce que on parle de la RSP. La RSP, la plupart du temps, on les recrute à Pau, qui est le fief, qui était le fief de Blaise Compaoré, parce que c'est l'une des unités, c'était les bérets rouges, c'est le centre de formation historique des bérets rouges. Sankara n'était pas sorti, Sankara était sorti de là, Blaise Compaoré était sorti de là, il a dirigé. C'est d'ailleurs quand il a quitté le pouvoir, quand les Français devaient l'exfiltrer, il est allé directement vers Pau. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a un corps qui est préféré simplement à les parachutistes parce que simplement c'est son corps de provenance. Donc au-delà de ça, il y a une structuration commune aux États francophones ou dans d'autres pays, c'est la garde républicaine qui est cadotée simplement parce qu'on veut protéger son pouvoir et on dimensionne la garde républicaine par rapport à ses ambitions personnelles et on gère le reste de l'armée par quelques formations à coup de financement. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un problème stratégique à affronter et à trouver. L'appel que le président Kaboré a lancé, je pense que Latif l'a abordé également. Dans le combat contre le terrorisme, il ne faut jamais perdre le combat du peuple. C'est capital. Parce que si vous ajoutez à un défi sécuritaire, un défi social, un défi, comment je vais dire, si vous n'arrivez pas à faire une union sacrée derrière vous, vous êtes perdu. Simplement parce que ceux qui sont sous le coup de boutoir, nuit et jour des terroristes, un jour ou l'autre vont s'abandonner à la fatalité et vont choisir le camp des terroristes simplement parce que ça leur apporte la paix ils ne vont pas attendre indéfiniment que l'État vienne à leur secours simplement parce qu'ils vivent des situations au quotidien. Non pas qu'ils adhèrent à l'extrémisme radical, mais après, à un moment, ils ont envie de mener leur vie tranquillement, d'être pragmatiques. Donc, il y a ça. Je pense que derrière cet appel, c'est une mobilisation nationale. C'est à une mobilisation nationale que le président Kaboré veut arriver. L'autre chose, c'est que il y a le défi stratégique, le défi militaire est là, est pendant. Et peu de pays l'ont réussi. Et je pense que qu'on n'aime pas, le pays qui a le mieux réussi, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Tchad, mais c'est le Cameroun. Parce que le Cameroun a réussi, et là on parle de financement, le Cameroun a réussi à sanctuariser, même s'il y a eu des coups ici et par là, le nord de son pays. Comment? Tout à fait. Parce que
il y avait, et ça partait du hasard, parce que il y a, je pense en 2008, en 2006, Paul Biya avait eu la géniale idée, ou l'idée critiquée, de créer une force prétorienne pour aller, pour lutter contre les coupeurs de route, pour lutter contre, il y avait des prises d'otages au nord du pays, dans une de leurs grandes, un parc national, et il a créé le BI, Brigade d'intervention rapide. Alors, Tolé, non, Paul Biya a créé une garde prétorienne à sa solde, ainsi de suite. Sur le terrain, ils ont fait leurs preuves, et coup du sort, le terrorisme est venu, le terrorisme a commencé par contaminer le Cameroun, et Paul Biya a fait un renversement de paradigme et a consacré à cette force exclusivement la gestion de ce cas. Et quand vous prenez la manière dont cette force est structurée, et justement, je vais dire quelque chose, brigade, et ça pose un problème démocratique aussi. Le BI, par exemple, au Cameroun, est financé hors budget. C'est-à-dire est financé sur la SNPH, la Société nationale de raffinerie et de pétrole. Donc il y a des budgets colossaux. Les soldats sont les mieux payés. Je pense que les soldats sont les mieux équipés, qu'on le veuille en tout cas en Afrique subsaharienne. Et ils se consacrent. Mais si vous voulez avoir les résultats, c'est ça. Le Cameroun, le Burkina n'a pas forcément cette profondeur de caisse. Parce que quand on dit hors budget, c'est-à-dire que la SNPH est l'entreprise qui rapporte le plus d'argent hors quelques entreprises industrielles au Cameroun. C'est, disons, la deuxième, troisième contributrice des recettes d'exportation au budget national. Quand on dit hors budget, c'est-à-dire c'est moins de transparence. Ils font, on va dire, en griffe. Des activistes camerounais l'ont dit, cette force est financée au noir. Mais le résultat, vous allez au nord du pays, le résultat est là. Ils ont pu avoir l'adhésion des populations, ils ont pu avoir des brigades populaires, et ils ont des solutions radicales. Aujourd'hui, le Cameroun... Et les marchands, les commerçants qui sont proches du Nigeria, ils sont en paix. Et il y a une conséquence heureuse ou malheureuse. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas. Le Cameroun est en train de construire une digue entre le Nigeria sur une bonne partie de sa frontière. Une digue, c'est-à-dire de près de 2 mètres de haut, carrément pour sanctuariser une bonne partie. Beaucoup d'activistes, beaucoup de la société civile. Que faire maintenant pour le Burkina Faso? Pour le Burkina Faso, je pense que au-delà de tout, de ce recrutement de volontaires, au-delà de cet appel à adhésion populaire à cette lutte-là, je pense que on devrait, malheureusement c'est pas évident, on devrait quand même espérer que la G5 Sahel puisse commencer par prendre. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, mais c'est une machine qui n'est pas encore opérante, elle n'est pas encore opérationnelle. Du point de vue, on va dire, papier, oui, ça existe, les questions de mobilisation de fonds, mais c'est pas encore opérationnel. Et donc, effectivement, attend-on encore 40 autres morts au Burkina Faso pour pouvoir... Non, peut-être que ces derniers morts sont ce qu'on pourrait appeler le déclic. Parce que le pari de l'enthousiasme populaire, la haine collective populaire contre le terrorisme, si jamais la flamme prend ne serait-ce qu'un peu, je pense que ça va faire reculer l'activisme trop flagrant des terroristes. Mais au-delà de ça, déjà les moyens existants au niveau du Burkina doivent être déployés. S'il faut, on va dire, recruter, alors là, ce n'est pas une question de volontaire. S'il faut massivement aujourd'hui sacrifier encore plus de choses pour consacrer des moyens à la sécurité, il faut le faire parce qu'en réalité, le terreau sur lequel prospère l'activisme terroriste, c'est ni plus ni moins l'abandon en réalité d'un certain nombre d'espaces, de l'espace en réalité. Et ça, il m'a semblé que pour nos États, certains de nos États, les terroristes ne font pas beaucoup d'efforts en réalité. Ils ne sont pas suréquipés en réalité. Parce qu'on leur laisse le champ libre. Nos territoires ne sont pas occupés, nos forces sont citadines pour la plupart des cas. Et donc, c'est là peut-être la course à faire la course en réalité de déploiement, gagner des territoires, nationaliser nos appareils sécuritaires et militaires. Ça, je pense que c'est vrai que aujourd'hui nos États sont des États, on va dire, d'urgence, tout est urgent, mais ça, c'est quelque chose de faisable. Si on
tient compte du fait que tant qu'il n'y a pas la sécurité, on ne pourra pas mener l'élection qui pointe à l'horizon. On ne pourra, et ça depuis pratiquement 2 ans, il y a des régions au Burkina où on est certain que la stabilité n'a jamais été à terme. Et donc, il faut, il me semble, vraiment y mettre des moyens. Sinon, la situation risque d'échapper au Burkinabé. Mais non, mais quand vous parlez de moyens, est-ce que le Burkina Faso dispose de moyens? C'est un État encore debout, qui fonctionne, on va dire, tout va bien. À part cette tache noire-là, tout va bien au Burkina. Donc, on ne parle pas des moyens à l'américaine, mais au moins les moyens à la hauteur du mal qui frappe le pays. Et ça, je pense que le niveau, en tout cas, des moyens déployés par les terroristes n'est, on va dire, c'est pas des chars comme on le voit avec Daesh, quoi. C'est pas des chars, c'est pas encore quelque chose on va dire, d'extraordinairement compliqué à gérer. Donc, je pense mais diaboliquement efficace. Oui, c'est diaboliquement efficace. Et le secours aussi des voisins du Burkina est quelque chose de capital. Parce que si le Niger maîtrise sa situation, c'est le cas, peu ou prou. Si le Mali arrive à maîtriser sa situation et que le Bénin continue dans sa dynamique, les Togolais, je pense aussi, ont pris la mesure de la situation. On peut circonscrire le mal. C'est vrai que... Oui, la Côte d'Ivoire aussi. Mais je pense que la situation est gérable. Ça peut se gérer. Vous avez cette espérance aussi? Oui, tout à fait. Je pense même qu'avant d'arriver à l'opérationnalisation de la force G5 Sahel, le premier pas à faire, c'est de développer une bonne coopération bilatérale avec surtout le Mali. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu un couloir de passage qui est identifié. Oui, il y a... C'est un peu comme ce qui est arrivé pour les Français qui ont été pris en otage. Pourquoi les forces françaises ont été obligées d'intervenir cette nuit? Simplement parce que les Américains, avec leurs renseignements, se sont rendus compte que le groupuscule devrait passer la frontière et une fois qu'ils rentrent dans le désert, c'était peut-être fini. Donc il fallait les intercepter avant. Oui. Tout à fait. Donc c'est quelque chose de capital et je pense, enfin, il y a eu certains attentats que Al-Qaïda au Mali a revendiqué et l'une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à rentrer au Burkina, c'est qu'ils reprochent au Burkina par le passé d'avoir fourni des renforts à la force de l'ONU qui est au Mali. Donc je pense que la coopération avec le Mali est quelque chose de fondamental déjà pour démarrer l'appareil sécuritaire et circonscrire un tant soit peu le mal, surtout au nord où il y a beaucoup moins d'États. Les infrastructures d'État sont pratiquement inexistantes, ce qui laisse prospérer. Enfin, la nature a horreur du vide, donc forcément là où l'État n'est pas, les autres sont. Donc je pense que c'est déjà un point de départ avant même d'arriver à l'opérationnalisation de la force G5 Sahel, qui est une grosse machine qui va commencer doucement, pas forcément avec une vitesse de croisière. Oui, mais commençons d'abord. Oui, je pense que la première bataille à gagner, ça a été évoqué lors des 2 sommets régionaux consacrés au terrorisme, c'est ce qu'on appelle l'échange d'informations. Ça au moins, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais ça coûte moins qu'acheter des armes. Je pense que le Burkina et les pays de l'UEMOA et du bassin ouest africain devraient vraiment, c'est vrai que ça implique de laisser une part de sa souveraineté, devraient très franchement mettre leurs informations de côté. Parce que pour gagner une guerre, c'est d'abord l'information. C'est d'abord la collecte de l'information, du renseignement. Donc il y a ce qu'on appelle déjà la collecte d'informations, le partage d'informations. Et ce n'est pas, ça peut devenir très vite une gageure parce que même les grands pays n'arrivent pas à le faire. Mais nous, avec les moyens qu'on a, c'est le premier pari à gagner. Donc si les pays du pourtour ouest africain arrivent à gagner la bataille de la collecte, je pense que ça voudra dire mutualiser les forces, mutualiser les finances, les moyens. Ça nous permet une bonne fois pour toutes de gagner un premier pari. L'autre chose, le Burkina sera obligé, chez opérationnalisation du G5 ou pas, de faire comme d'autres pays. J'en reviens toujours aux Camerounais, c'est-à-dire avoir une force et aller au feu, c'est-à-dire aller implanter une base au plus près, aller au cœur du foyer. Je pense que c'est la seule tactique qui marche. Parce que si vous n'identifiez pas et vous n'allez pas affronter directement ceux que vous souhaitez affronter, même si
c'est une guerre asymétrique parce que c'est l'avantage des terroristes. C'est-à-dire que c'est pas une guerre conventionnelle. Vous ne pouvez pas les retrouver à un point A et dire demain je vais les combattre. Ils sont dans la population, ils sont comme tout le monde et puis vous surprennent à tout moment. Donc renseignement, et il faut que les forces combattantes soient réellement combattantes, et ça c'est une affaire de motivation et d'équipement, soit décidées à aller au feu et que ça puisse vraiment se faire et pas comme à coup comme le Nigeria nous a habitués à le faire. Ça fait depuis 3 ans que le président Buhari nous dit que la guerre est techniquement gagnée. Mais bon, à chaque fois, il y a... Je pense aussi que de façon générale, de façon générale, avec les pays de la zone, il y a quand même une réalité, et celle-là, il faut la combattre. Le pays qui pourra vite combattre, on va dire, ce problème-là, va facilement faire face à ces défis sécuritaires. C'est la rupture entre les armées et la population. Il y a toujours eu une distance sérieuse. Il y a toujours eu une peur entre les provinciaux, les ruraux et l'armée. En fait, on les voit à travers ce qui s'est passé hier. Oui. Il y a toujours eu ce prisme répressif-là, il faut le rompre. Il faut une nouvelle alliance qui fait que le militaire peut être au marché, échanger entre eux sans être regardé de façon, on va dire, extraordinaire. Donc, parce que le citoyen, tout citoyen est une source d'information. Tout à fait. Et là, cette rupture-là, les terroristes, eux, ne l'ont pas parce que de toutes les façons, ils n'ont pas de treillis. Donc, je pense qu'il faut exporter nos armées, nos appareils sécuritaires dans la population. Et ça, c'est un pari qui est loin d'être gagné, parce qu'une fois encore, nous avons des armées et des appareils sécuritaires citadines, le plus souvent même, qui se disputent sur l'espace de la capitale. Le reste du territoire, personne n'en veut. Donc, je pense que le problème, il est là. Déjà, déconcentrer, mais ensuite, sociologiquement, travailler nos sociétés à, on va dire, convertir leur vision, retourner leur vision des corps armés, les intégrer, les fréquenter s'il le faut. Voilà, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est le travail de longue haleine. Voilà. Nous allons passer au deuxième sujet. À Côte d'Ivoire, Charles Blegoudé, il est acquitté de l'autre côté, mais qui devra répondre de ses actes. Oui, tout à fait. Mais bon, il est acquitté quand même. En tout cas, il devra répondre donc devant le tribunal criminel à Abidjan. C'est vrai que un certain nombre, les faits, les infractions dont on parle ici, ce n'est pas les mêmes infractions que de l'autre côté. Ici, on parle de viol, on parle de traitement inhumain, on parle d'homicide involontaire, on parle d'un certain nombre de choses. Les avocats ont claqué la porte. Oui, mais bon, je me rappelle qu'on avait eu cette discussion au lendemain de l'acquittement de Blegoudé et de Laurent Gbagbo. Je disais ici sur ce même plateau que le combat ne fait que commencer. Tous les grands panafricanistes qui étaient euphoriques doivent redescendre sur terre et voir la réalité de la politique. Ça ne fait que commencer, de toute façon. Ça ne fait que commencer. Et plus on va s'approcher des élections, et ça va devenir beaucoup plus corsé. Vous voulez dire que c'est politique, pure politique? Mais la justice, écoutez, là on dit la justice, il n'y a pas de... Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, nous sommes dans une séparation des pouvoirs, mais il n'en demeure pas moins que le timing, le calendrier choisi ne doit rien au hasard. Donc on est à quelques mois des élections. Alors, ce n'est pas un hasard si il y a quelques mois de cela, Blegoudé a fait son congrès. Je pense que les dossiers, même sur le président Gbagbo, vont commencer par ressortir. Parce que, évidemment, en fait, c'est seulement le calendrier qui interpelle. Et simplement, là, on est au cœur de la politique. On est au cœur d'une bataille sans pitié. Demandez au PDCI, ils vous rendront compte des difficultés qu'ils ont sur le moment. Demandez à Soro, il vous le dira. Donc, plus la bataille va s'approcher, plus les couteaux, plus les employants seront sans pitié et les dossiers vont sortir. De toute façon, ce procès ne sort de nulle part. Hein. Je pense que c'était dans les tiroirs. C'est un dossier ouvert en 2012, voilà, et qui reste toujours ouvert. Et on a choisi de l'ouvrir aujourd'hui. C'est vrai. Bon,
François Xavier parle plus C'est vrai, oui, c'est vrai que de le consommation politique, un certain nombre de... Mais tout de même, les faits, est-ce que les faits n'ont pas été commis? Bon, ça c'est à la justice. Ah oui, Oui, non, on peut dire, mais on peut ne pas lui attribuer, mais les faits ont été commis. Oui, parce que là, on est en train de parler quand même de traitement inhumain, on est en train de parler d'un certain nombre de choses. On a vu, bon, c'est vrai, ne sont pas la justice. Non, mais je pense que juridiquement, il y a... c'est possible, enfin, tout ce qui se passe, c'est possible parce que avant, les poursuites avaient été engagées pour crimes contre la population, crimes contre l'humanité, ce qui n'existe pas dans le nouveau code. Le code a été... oui. Tout à fait. On a fait les termes correspondants. Oui, justement, avant on parlait de crimes contre la population civile, on parlait également de crimes contre les prisonniers de guerre. Exactement. Mais maintenant, le code pénal prend en compte crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Crimes de guerre. Des infractions qui sont... Donc, forcément, je pense qu'à l'entame, les faits ont d'abord été requalifiés par la Cour. Donc, forcément, pour des raisons de justice, parce qu'il y a quand même des associations de victimes qui continuent de réclamer la justice, il convient d'abord d'ouvrir le procès. Et puis, au terme du procès, on verra si les charges sont confirmées ou infirmées. Mais quand les avocats en arrivent, les avocats de Blé-Guidé en arrivent à claquer la porte. Non, mais de toute façon, ça veut dire qu'il n'y a pas un consensus autour des infractions. Non, il ne peut jamais avoir... En fait, on peut s'entendre. Non, je m'entends pas. Voilà. Non, on s'entend sur les faits tout de même. Non, on ne s'entend pas sur les faits. Je pense que... On s'entend pas sur les faits. Non, à partir du moment où on s'entend sur les faits, il faudra trouver un responsable. Non, je pense que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, à la justice de ce pays-là, et même aux hommes politiques, certains de ce pays-là, effectivement, en temps ordinaire, aurait eu, on va dire, une analyse tout à fait différente, calme, des échanges sur des éléments, des échanges sur la procédure et autres. Mais tout ce débat-là a lieu d'être, ou tous ces débats ont lieu d'être, des débats techniques sur le respect des éléments procéduraux, des débats aussi sur des éléments de preuve à charge, des requalifications aussi et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est noyé totalement par le timing. Tout à fait. C'est noyé par le timing et aussi par des éléments exogènes à ce dossier, ce qui sont notamment l'appel, ou plutôt l'intention d'appel de Bensouda à La Haye, une intention d'ailleurs qui bloque Blé-Goudé à La Haye, on ne sait pas jusqu'à quand, alors que l'agenda politique, lui, n'attend pas. L'autre élément, c'est, et ça, peut-être que ça nous a échappé, c'est la confirmation en appel de la condamnation de Laurent Gbagbo pour braquage d'une banque, 20 ans de prison, la BCAO, 20 ans de prison. Là encore, le timing pose problème, mais surtout qu'après la libération, ou plutôt après le début de libération, finalement arrêté pour l'instant de Laurent Gbagbo, l'État ivoirien a quand même introduit une demande d'annulation de cette libération sans condition là. Donc, quand on a tous ces éléments réunis avec le timing, on se dit quand même la justice est belle, elle est sans la moindre pression de l'État ivoirien, mais quand même, il y a trop de coïncidences. Coïncidences, d'autant plus que tous ces éléments-là et l'ouverture aussi de ce dossier, seulement de ce dossier qui était quand même pendant depuis 2011, 2012, puisque les faits 2010-2011. Voilà, donc cette ouverture-là, finalement, ça concourt à une chose: ne pas enregistrer de nouveaux clients dans l'agenda politique. Et ça, quand on fait cette analyse-là, on se dit à qui profite donc tous ces éléments-là. Le truc, si vous voulez, c'est de façon générale à la politique ivoirienne, mais surtout... N'est-elle pas une menace tout de même pour la paix? Parce que qu'on ne devrait pas... Aujourd'hui, c'est délicat. Aujourd'hui, c'est délicat. C'est dit que relâcher les animaux politiques dans la beauté, dans la forme la plus belle
du thème. Les animaux politiques que sont Charles Blé Goudé, président quand même des jeunes patriotes, ne l'oublions pas, et Laurent Gbagbo, aujourd'hui dans la chaudière politique qu'est la Côte d'Ivoire, personne non plus ne peut vous dire ce qui adviendra. Il y a des blessures qui n'ont jamais été refermées. Il y a des voix qui attendent d'avoir, on va dire, celui qui va les faire entendre. Il y a des élans même qui n'attendent peut-être qu'à voir ce qui va en être. Voilà. Et donc, je pense que dans un cas ou dans un autre, recaler Charles Blé Goudé ou Laurent Gbagbo, comme les relâcher aujourd'hui au profit du terrain politique à la Côte d'Ivoire, les deux options sont, on va dire, sont risquées. Et même que, à mon avis, c'est peut-être naïf, mais l'option la moins risquée, c'est leur absence. Parce que leur absence, personne n'a été d'accord. Que ce soit l'opinion internationale, les activistes au niveau international, au niveau les panafricanistes, qui trouvent quand même en Laurent Gbagbo le dernier des Sankara, et tous les autres de la lignée donc des amoureux de l'Afrique. Personne n'a été d'accord, même les fiefs de Gbagbo, tout le monde a pleuré, mais quand même, on va dire qu'il y a un calme. On s'est adapté. Voilà, on s'est adapté. Et ça va, tout va bien, même si les plaies sont là. Et donc, aujourd'hui, le bouleversement la moins risquée pour vous. Est-ce que c'est l'option la moins risquée pour vous et également l'absence parce que de toute façon, dans l'un des deux cas, il y aura peut-être quelques poches. Non, mais je partage entièrement l'avis de Latifou, surtout quand on voit la configuration actuelle du champ politique, les rapprochements qui se font ces derniers temps. C'est vrai, il a parlé de Guillaume Soro qui n'échappe pas non plus à des ennuis, motivés ou pas. Donc forcément, quand on voit les rapprochements qui se font actuellement, on peut se dire que c'est l'option la moins risquée. Mais on n'est pas à l'abri de surprises. On n'est pas à l'abri de surprises parce que même en n'étant pas physiquement présent, je pense que c'est quand même des figures politiques qui continuent de maîtriser, si je peux le dire, le groupe politique différent. Donc forcément, c'est l'option la moins risquée, mais bon, on n'est jamais à l'abri de surprises. Non, je pense que, et ça, on a eu un débat ici à ce sujet, je pense que personne, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, ne veut se permettre le luxe d'avoir une cocotte minute à ses frontières. Donc je pense que le mieux pour la Côte d'Ivoire, encore pour ces quelques années, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas, que Gbagbo et Blé Goudé soient quand même loin de ces employantes qui se passent en ce moment. On parlait de Soro, ce n'est pas un hasard si Soro fait du tourisme depuis quelques mois, parce que lui aussi... Vous appelez du tourisme? Il fait du tourisme. Il ne fait pas du tourisme, il sort. Il prend des attaches. Il va au contact de ses fans et de ses... Il essaye de gagner la diaspora. Non, pas de ses fans, de ses militants. De ses militants. Mais je pense quand même, il fait quand même un peu du tourisme. Il voit du pays. Aux dernières nouvelles, il est à Barcelone et il a fait ventiler qu'il a reçu une visite inopportune il y a quelques semaines de cela d'Interpol. On ne sait pas si c'est de la victimisation ou réel. Mais bon, donc il faut dire quand même que lui aussi il a eu un dossier pendant, c'est le dossier burkinabé ou Savoie. Et de façon régulière, la Côte d'Ivoire se rend quand même disponible pour accompagner le Burkina dans ce dossier de façon opportune. Donc je pense qu'on est dans une bataille politique et ce sera sans pitié. Mais la chose importante, la chose qui me tient à cœur que je voudrais dire, c'est quand même qu'il y a eu des victimes dans cette histoire. Qu'on aime Gbagbo ou pas, je pense que depuis 1945, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a pas de justice équitable après une guerre. Ça n'existe pas. Il y a les gagnants, il y a les perdants. Et les perdants ont toujours payé le prix. Et pourquoi, même si ce n'est pas une justice satisfaisante, ça permet quand même si les perdants payent le prix, ça permet quand même de rendre justice à une partie des victimes. Parce qu'on oublie trop vite les victimes dans ce débat. On dit, ah oui, mais tel leader, non, il a été... Les autres aussi ont fait. C'est ça que les gens disent, ah, les autres aussi ont fait. Oui, les autres aussi ont fait, mais seulement que eux, ils ont gagné la guerre. Donc, ils peuvent dicter que, vous le voyez ou non, ils peuvent dicter leur façon de conduire. Et ça a toujours été ça. On a bercé l'opinion publique dans, oui, voilà, la justice équitable. Ça n'existe pas.
Dans ce cas bien précis, depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Rwanda, tout ce que vous pouvez prendre comme guerre, comme on dit souvent, les gagnants ont toujours raison. Les perdants doivent essayer de s'en sortir, en négocier, ainsi de suite. Donc, moi, ce qui me peinerait vraiment, c'est qu'on sorte de tout ce méli-mélo sans condamnation. Moi, je pense que ça ne me poserait pas problème, même si ce que je dis sera minoritaire. Moi, ça ne me pose aucun souci que le président Gbagbo soit condamné. Non pas que je dise que la justice est équitable, mais qu'on le veuille ou non, il y a une maille partie dans cette histoire. Nous avons déjà connu pour la paix, nous avons déjà connu l'amnistie en août 2018. C'est vrai que cela ne concernait pas les faits dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, cela ne connaissait pas. Mais pour la paix, en Côte d'Ivoire. Oui, nous parlons de l'amnistie ici. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Non, moi j'ai vraiment peur. Au-delà du cas Gbagbo, Blé Goudé, j'ai vraiment peur qu'on ne fasse la paix sur le dos des victimes quand même. Parce que vous le veuillez ou non, ce sont des plaies qui restent ouvertes et aucune société ne perdure comme ça. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple depuis encore une fois 1945, que ce soit en Amérique latine, en Europe. Si jamais vous faites la paix sur le dos des victimes, vous faites l'économie d'une guerre peut-être à horizon 10 ans, 20 ans. Donc, bataille politique effectivement, mais il faut que les uns et les autres n'oublient pas les victimes dans cette histoire, parce qu'il y a des plaies qui sont béantes, que ce soit au nord, on se rappelle du massacre de Dekoué, on se rappelle les jeunes patriotes, beaucoup ont été massacrés dans cette histoire, lutter la main nue. C'est vrai que lutter la main nue, c'est intelligent quand il y a des chars qui sont devant et qui veulent tirer à tout bout de champ. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment, bataille politique oui, mais il faudrait vraiment qu'on pense aux victimes dans cette histoire. D'accord. J'espère qu'ils l'ont compris. Là, tu peux finir. Non, juste dire en réalité, effectivement, que notre considération des appareils politiques, des appareils étatiques et autres c'est beau, notre considération. C'est souvent des considérations, on va dire, les plus rêvées. À savoir que la justice, c'est quand même un appareil, on entre les données, ça sort des solutions qui satisfont tout le monde. C'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, ce qui se joue en Côte d'Ivoire est à la fois même, on va dire, dans ce qui implique beaucoup de pays. Oui. Donc ça fait beaucoup de pression. À un moment donné, effectivement, on en arrive à sacrifier, même ce que la population ou les peuples aiment. Et donc, effectivement, je ne tire pas la conclusion de la fin de ce dossier, non. Mais, bien évidemment, l'activisme tel qu'il est vu dans les réseaux sociaux ne tient souvent pas compte de certains paramètres. Et ça, pour nous jeunes, qui passons plus de temps à boire tous ces écrits-là, il faut peut-être d'autres éléments pour pouvoir avoir, on va dire, une vision qui nous permette quand même, avec froideur, de comprendre en avance la marche des nations. Il faut boire avec filtrage. Oui, enfin, moi je voudrais dire qu'au-delà des enjeux politiques, le vrai enjeu en vue, c'est quand même la réconciliation des Ivoiriens qui ont été les premières victimes, enfin, en dehors de la classe politique. Donc forcément, en dehors des calculs politiques qui sont faits actuellement, c'est qu'il faut veiller concrètement à réunir les peuples, à réconcilier, sinon quel que soit celui qui va arriver en 2020, il y aura toujours du boulot, il y aura toujours un terreau fragile. Oui, je voudrais juste ajouter que je voudrais dire un petit mot au sujet du président Ouattara, parce que là, je pense que la lecture que j'ai, c'est qu'il est quelque part pris au piège. C'est un semi-échec pour lui, parce qu'il n'a pas réussi le rassemblement des Oufouettis. Il a le PDCI qui a fait défection. On est dans une bataille à couteau tiré sans pitié. Là, peut-être qu'il avait vraiment envie de laisser le pouvoir, mais peut-il envisager une seule seconde de laisser le pouvoir dans cette condition? Parce que d'un côté, il y a sa base du Nord, il y a toujours les com-zones, même ils portent aujourd'hui des attraits, des tenues républicains. Il y a, peut-on, avec tout ce monde derrière, la pression des pays alentours, est-ce qu'il peut raisonnablement aspirer réellement à une alternance? Donc aujourd'hui, je pense que au-delà de mener la bataille, il y a une solution à ça.
Il y a une solution à ça, c'est une alternance en faisant, on va dire, en évacuant toutes les anciennes figures. Et ça, je pense que c'est possible. Oui, je crois que dans tous les pays d'Afrique, on est en train de penser à ça. Non, parce que non, mais je ne dis pas que entièrement tout, mais au moins les figures de proue, ça on peut les dégager. Laurent Gbagbo est déjà presque out avec la condamnation. Charles Bleu Goudé avec cette procédure-là, c'est out maintenant. Voilà. Guillaume Soro, c'est déjà en tout. Il faut dire qu'il a réussi quand même un premier coup, casser le PDCI. Casser le PDCI. Mais maintenant, les héritiers, il y a beaucoup d'héritiers. Non, mais quand vous le dites comme ça, c'est quand même des affirmations très graves quand vous dites qu'il a cassé le PDCI. Oui, mais quand le financier du PDCI, oui, factuellement, oui. Beaucoup de têtes, le vice-président, beaucoup de têtes du PDCI ont rejoint publiquement Ouattara. Et quand le financier principal du PDCI se retrouve en prison pour une histoire de machette, là, ce n'est plus de la rigolade. Là, on est réellement dans une bataille ferme et ouverte et claire. Le financier, en réalité, quand tous les ministres qui sont restés fidèles au PDCI, les directeurs de cabinet ont tous été liquidés, renvoyés, et puis ont perdu toute leur place. Les plus belles têtes, celui qui me frappe le plus, c'est l'ancien patron de Ecobank, Tano, qui a été liquidé, qui était l'un des conseillers les plus importants de Ouattara, qui au nom de cette guerre a perdu son poste. Donc là on est dans de la réelle politique, la réalité du terrain. Maintenant, est-ce que le président restera? Est-ce qu'on trouvera un héritier qui fasse le rassemblement de tout ce beau monde? Il y a un premier coup de force, celui de la structure qui devrait s'occuper des élections, son nom m'échappe, où le pouvoir allait en rang serré, quel que soit ce que le PDCI, l'opposition disent. Donc c'est différent de la CENI. Oui, je parle de la CENI. Je parle de la CENI. Donc on est allé déjà, il y a déjà un premier coup de force qui a été réalisé. Non pas que tout ce que l'opposition ait vociféré soit juste, mais bon, on est dans une bataille politique en tout cas qui laissera beaucoup de monde sur le carreau. Très bien, de toute façon on y reviendra certainement par ici. Merci Moria Karangansi, gestionnaire de projet, contributeur à Libre Afrique. Latif Ouboni, journaliste, pas chroniqueur, journaliste. L'autre chroniqueur, François-Xavier Noumon. Merci beaucoup pour ces moments d'échange.